Bonjour Daniel Benchimol, merci d'être en Zoom dans Culture. On adore ce projet, votre projet de documentaire, ça rappelle tellement Il était une fois l'Amérique. Pourquoi, simple question, pourquoi le FBI a-t-il bloqué ce projet d'attentat contre Hitler ? Alors, la première des raisons, c'est parce que l'Amérique était en train de se redresser et Roosevelt voulait principalement concentrer ses efforts sur le redressement de son pays. La seconde, c'est que Hoover, le nouveau patron de l'ancêtre du FBI, était en place et prenait une place prédominante dans la vie intérieure du pays. Et qui étaient ces gangsters juifs ? Voilà, c'est tellement cinématographique. Max Boubou, Mickey Cohen, la Murder Incorporated avec Lepke Burkhalter. Qui sont ces gangsters avec une conscience juive ? Ce sont des vrais personnages, ce sont des personnages romanesques avec des histoires à chaque fois impressionnantes. Ils viennent tous presque du même quartier du Lower East Side, qui est un des quartiers de Manhattan, qui à l'époque était le quartier où tous les immigrants arrivaient. Beaucoup de gens ont vu Il était une fois en Amérique, et les scènes d'introduction du film correspondent tout à fait à cette réalité-là. Donc c'était des gamins très pauvres, émigrés d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, tous juifs, et qui débarquaient là-bas, et c'était la débrouille. Et là-dedans, dans cette communauté qui s'installait dans le Lower East Side, il y avait la communauté entre guillemets respectable, et puis il y avait des petits voyous qui essayaient de s'en sortir par tous les moyens. Ces petits voyous ont pris de l'envergure. L'Amérique, à l'époque, c'était vraiment le pays de tous les possibles, et donc c'était leur terrain de jeu. Et puis c'était la prohibition aussi, quand ils étaient gamins. Donc la prohibition pour la mafia juive américaine et les gangsters juifs américains, ça a été quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, pour se développer, s'installer. Puis après, ils sont devenus des petits, des moyens, des grands bandits et des grands voyous. Et puis c'est devenu cette mafia juive américaine, avec ces personnages tous assez surprenants. C'est excellent, mais comment se fait-il qu'ils soient conscientisés, politisés même ? Ils ne sont pas politisés. D'abord, c'est un contrat. Ce qui s'est passé, ce que le professeur Rockaway a découvert, c'est que ce qu'il a appelé des juifs respectables, donc des juifs issus de la communauté respectable de New York, ont commencé à être très inquiets par ce qui se passait en Allemagne. Donc, ils ont commencé à chercher des solutions. Et dans les options qu'ils ont évoquées, soulevées, l'option d'aller faire abattre Hitler en était une. Et la meilleure des solutions pour abattre Hitler était de faire appel à d'autres membres de la communauté moins respectables, en l'occurrence ces gangsters. Et il y a eu un contrat avec une somme de $2500 qui a été proposée par ces juifs respectables vers les gangsters pour aller tuer Hitler en 1933 en Allemagne. Voilà, c'était le point de départ. $2500 de 1933, ça correspond quand même aujourd'hui plus ou moins à $60 000. Donc c'est pas une si petite somme que ça. Et il disait dans l'annonce, les frais sont inclus. Donc Daniel Benchimol, vous voulez faire ce doc, mais comment se fait-il que ce fameux historien, le professeur Robert Rockaway, n'ait sorti ce sujet qu'en 1988 ? Donc l'affaire s'est passée en 1933. En 1988, Robert, qui est un historien assez connu et qui est spécialisé sur l'histoire juive américaine, il vit en Israël depuis longtemps maintenant, a rencontré un gangster pour ses interviews, un vieux gangster juif américain qui était Herzliya. Il a rencontré, ce gangster lui a fait part de cette histoire. Robert est historien, il s'est dit, mais attends, c'est un vieux gangster, il est peut-être un peu gaga. Il lui a demandé, est-ce que vous avez des preuves, des choses à me donner, des contacts, un document quelconque. Donc il a dit non. J'ai rien, ça s'est passé en 1933, c'était entre gangsters, donc non, il n'y a pas de document. Mais ce gangster qui s'appelait Abi Goldstein, lui a dit, en revanche, le FBI est intervenu, et donc c'est peut-être cette piste-là qui vous permettra de trouver des informations. Donc ça, c'est en 1988. L'année suivante, Robert part à Washington pour son travail, il va aux archives du FBI, qui sont à Washington, il fait des recherches sur justement l'histoire de la vie juive américaine. Et puis, en faisant ses recherches à la bibliothèque, il voit un dossier qui est posé à côté de lui, pas spécialement un dossier sur lequel il travaillait, mais il voit un dossier avec un titre qui le surprend, le dossier FBI 65-613, mais surtout avec l'intitulé Adolf Hitler. Et ils se disent, pas possible. Le FBI s'occupe des affaires intérieures des États-Unis. L'extérieur, c'est la CIA. Ils se disent, comment Adolf Hitler peut être là ? Donc, il prend le dossier, il le consulte plus par curiosité d'historien qu'autre chose, et il commence en consultant à voir les correspondances, à voir toutes les pièces se rapportant à l'histoire qui avait été évoquée l'année précédente, les premières correspondances des gangsters vers l'ambassade d'Allemagne à Washington, les correspondances de l'ambassade d'Allemagne à Washington vers le FBI, et enfin
les messages intérieurs du FBI entre les différents agents pour aller rechercher ces gangsters. Alors, on va essayer de poser des dates. Ce projet d'attentat se passe en 1933. Le Congrès juif américain organise la grande manifestation anti-nazie en 1936 et le rapport Karski, c'est en 1940 et on sait très bien que Roosevelt a fermé les yeux, on va dire. Voilà. Mais donc, ça veut dire que dès 1933, les juifs américains pensent qu'ils doivent défendre les leurs eux-mêmes. C'est ça. C'est ça. Et la communauté juive installée était très inquiète. Et ils avaient tous, évidemment, de la famille en Europe et en particulier en Allemagne, ou entre autres en Allemagne. Et donc, ils ne savaient pas trop comment faire, puisque c'était des juifs honorables, des avocats, des dentistes, des notaires, tout ce que vous pouvez imaginer. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, finalement, c'est de faire appel à ces juifs un peu moins honnêtes et un peu moins respectables pour les mandater. Et il y avait de toute façon, à cette période-là, une relation qui était très, très particulière entre la communauté installée, reconnue, et puis ces gangsters. C'était une détestation et en même temps une relation, parce qu'il est arrivé très souvent qu'en 1933, il y avait un parti nazi aux États-Unis assez puissant dans les années 30, jusqu'en 1939 d'ailleurs, et très souvent, ces gangsters ont participé à ce qu'on disait à l'époque faire le coup de poing contre ces mouvements néo-nazis et nazis qui étaient en train de grimper aux États-Unis. Donc, ils les détestaient, mais en même temps, ils avaient besoin d'eux. Ça ressemble un petit peu, d'une manière un peu plus distante, mais à la relation qu'il pouvait y avoir en France entre la communauté juive et les bandits, les Zemmour dans les années 60 et 70 au Faubourg Montmartre. Il y a un petit peu ça, une espèce d'amour-détestation, mais un lien indispensable. Et malgré tout, c'était la même communauté, malgré tout, et avant tout. Vous avez lancé un Kickstarter, Daniel Benchimol, pour réaliser votre documentaire. Il y a eu $6 000 sur $94 000. Comment allez-vous boucler votre budget? On va le faire. Alors, effectivement, c'était super encourageant parce qu'on a eu des retours très, très positifs. On va le monter de manière un peu plus classique, on va dire. Donc, ça va devenir une coproduction. On a deux partenaires qui sont en train de nous rejoindre et ça devrait nous permettre de bloquer le budget et de le finaliser. Donc, c'est une boîte de production en Australie. Et puis après, c'est une boîte israélienne qui n'est pas du tout dans l'audiovisuel, mais qui est une des magnifiques startups israéliennes et dont je vais essayer d'utiliser la technologie dans le documentaire. Alors, c'est une boîte qui s'appelle, je peux le dire parce que ce n'est pas un secret défense, et qui s'appelle MyHeritage. Donc c'est le site. D'accord. Et dernière question, sur la page Facebook de votre documentaire, on voit les visages des gangsters en morphing grâce à une technologie israélienne. D'ailleurs, c'est le site israélien MyHeritage. Mickey Cohen, donc Max Boubou, j'adore dire leur nom, Lepke Buchalter, ils ont des bonnes têtes de mafieux juifs des années 30. Moi, j'ai commencé en testant. Je me suis dit, tiens, voilà, ça serait un truc intéressant à utiliser. Ils ont donc une application qui propose au grand public. Donc, j'ai fait 1 ou 2 tests et je me suis dit que ça fonctionnait très bien. On a un joli stock d'archives photos. On a un stock vidéo qui, en revanche, est beaucoup plus pauvre. 1933, c'est un peu charnière et évidemment, les gangsters évitaient de se faire filmer dans la mesure du possible. Donc, j'ai fait 2-3 tests. Ça a fonctionné plutôt de manière assez positive. Donc, j'ai contacté les gens de la boîte, on a correspondu, on est encore en train de correspondre, mais ça avance, on va dire, plutôt de manière assez positive. Et je leur ai dit globalement, voilà l'idée, est-ce qu'on pourrait intégrer votre technologie dans le documentaire pour refaire vivre des anciens gangsters à partir de photos, etc. Donc, ils ont plein d'autres outils qui ne sont pas les outils grand public et qui sont encore plus performants. Donc, on est en train de voir précisément comment les intégrer, comment les exploiter. Et donc, du coup, à force d'échanger, de correspondre, ils seraient en théorie, c'est pas encore validé, mais bon, il n'y a pas de secret à le dire, partenaire pour nous rejoindre sur le financement aussi du documentaire. Donc voilà, donc j'aurai un coproducteur australien, ma petite production à moi et cette boîte israélienne.